Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale et évidemment sur Sud Radio chaque matin, en direct de Bordeaux, cette fois-ci délocalisé à TV7 qui nous accueille avec les quotidiens régionaux de la nouvelle grande région Aquitaine, c'est-à-dire Sud-Ouest, le Populaire du Centre, la Nouvelle République et Centre Presse. Voilà, dans quelques instants, nous accueillerons Alain Rousset, le président de cette nouvelle grande région, la plus grande d'ailleurs, qui nous rejoindra. Mais je voudrais vous présenter tout de suite mes coéquipiers pour cette matinale qui va durer 1 heure, qui est une matinale spéciale. C'est-à-dire mes coéquipiers Patrick Van Ries, qui est le directeur de la publication de Sud-Ouest, de l'ensemble des éditions de Sud-Ouest. Baptiste Bise, qui est le responsable de la rédaction de la Vienne de la Nouvelle République et de Centre Presse, et Pascal Ratineau, qui est le rédacteur en chef du Populaire du Centre, qui fait partie du groupe La Montagne. Bonjour Pascal, bonjour Baptiste, et bonjour Patrick Van Ries. Monsieur le Président Alain Rousset, bonjour, vous êtes notre invité ce matin, vous êtes le président de la nouvelle grande région Aquitaine. C'est une région incontournable, notamment pour les échéances électorales, celle de 2017 et puis la suite aussi. Alors, c'est pas vous faire injure que de dire que vous êtes souvent, comment dirais-je, méconnu à Paris. Alors, votre devise, la devise d'Alain Rousset, c'est vivons heureux, vivons cachés, Monsieur le Président. Bon, écoutez, d'abord, merci de m'inviter à cette émission. Je ne sais pas si je vis caché. Je vis les mains dans cette région. On va le voir d'ailleurs. Là, dans cette région, en rencontrant le plus de monde possible, parce que je crois qu'il faut que... il faut que la décentralisation... Ministre. C'est vrai ou pas ? Écoutez, j'en ai pas une envie fabuleuse. Moi, j'ai besoin de contacter le chef d'entreprise, le salarié, l'ingénieur, le maire d'une commune, le paysan du village, parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait de la vraie politique. Oui. La politique autrement, c'est ça pour vous ? Je n'ai pas été très écouté dans mes souhaits de décentralisation. Maintenant, si vous voulez que l'on décline... On va y arriver. Non, je vais vous poser une question. Tout cela, moi, j'y suis prêt. Il faut voir que la France est le dernier pays centralisé. Et que si vous n'êtes pas satellisé dans cette ambiance qui mêle à la fois les politiques, un certain nombre de grandes entreprises et les médias, vous n'êtes pas effectivement hyper connu par le fonctionnement parisien. Je m'en porte très bien. On va y remédier ce matin. Merci. Alain Rousset, vous attaquez les choses sérieuses. C'est le budget de la nouvelle grande région Aquitaine qui sera voté dans quelques jours, dans un contexte de pression budgétaire important. On regarde un reportage réalisé par la Nouvelle République et par Laurent Gaudens. Et c'est Olivier Chartier qui s'exprime, la Nouvelle République. Les chiffres sont têtus. Quand vous avez une épargne qui devient nulle, quand vous avez 21 années d'endettement, qui est le temps qu'il faudrait à la région Poitou-Charentes pour rembourser sa dette. C'est énorme, alors que le seuil d'alerte est de l'ordre de 7 ou 8 ans. Effectivement, on ne peut que constater que s'il n'y avait pas eu la fusion avec l'Aquitaine et les Limousins, nous serions sans doute collectivement, tous ensemble, en train de constater que la région Poitou-Charentes ne pouvait plus faire face à ce qu'elle devait et qu'elle allait vraiment droit dans le mur. Au fond, nous en sommes arrivés là parce que dans le laboratoire que Madame Royal a voulu créer en Poitou-Charentes, tout était possible. Nous pouvions intervenir partout, tout le temps et dans tous les domaines. Nous avons aujourd'hui même des doutes sur la sincérité des budgets et des comptes qui nous ont été présentés à cette époque. Baptiste Bise, c'est la Nouvelle République qui a publié des extraits d'un audit accablant pour le Poitou-Charentes. Effectivement, il y a quelques jours, c'était l'audit final. Mais d'abord, la situation à laquelle Olivier Chartier fait référence, c'est la situation que vous avez révélée depuis février, c'est-à-dire 133 millions d'euros d'impayés de Poitou-Charentes de 2015, une sous-budgétisation estimée entre 60 et 70 millions d'euros, une dette potentiellement toxique de 88 millions d'euros à renégocier. Donc ma question est la suivante, c'est en quoi cela va-t-il peser dans le prochain budget que vous allez voter la semaine prochaine ? Et puis la seconde, sur les notes qui figurent dans cet audit et qui laissent entendre qu'il y a un système de cavalerie organisé en Poitou-Charentes, avez-vous transmis ces notes à la Chambre régionale des comptes ? La Chambre régionale des comptes a toutes les informations, bien sûr. Nous n'avons appris ça, d'ailleurs comme beaucoup, parce que ni l'opposition, ni la Chambre des comptes, ni les médias
vous pouvez en témoigner, n'avait ce type d'information. Il y avait une espèce de couvercle. Et je pense que une petite équipe avait très peur aussi d'informer sur la dérive d'un certain nombre de politiques qui, prises séparément, ne sont pas critiquables, mais qui ont d'une part flambé et qui, additionnés, ont fait cette dérive. Voilà. Donc, en gros, il y a 200 millions. Il y a 200 millions qu'il faut éponger dès cette année. De quelle manière? D'abord, en faisant des économies. J'avais une réunion hier sur le budget de la région avec mes collaborateurs. Nous allons augmenter le budget en gros de 120 millions d'euros, le budget regroupé des 3 régions. En fait, on aurait dû l'augmenter de 216 millions. Nous allons faire 99 millions, 100 millions d'économies donc, un peu sur le budget de l'Aquitaine, de l'ex-Aquitaine, par définition. C'est-à-dire plus que ce que Mme Pécresse ou M. Wauquiez vont faire chez eux. Effort d'économie. Ensuite, il faudra qu'on emprunte un peu plus pour avoir les dépenses d'investissement nécessaires à notre région. Il faut qu'on fasse ça très vite en 2016, de telle sorte qu'en 2017, nous puissions repartir sur des bases saines. Pour un Basque ou un Béarnais qui voit tout ça d'assez loin, est-ce que pour lui ça veut dire que ses impôts vont augmenter l'année prochaine? Non. Non, d'abord, pour une raison très simple, oui. On n'a plus de base fiscale. Oui. Hein? Alors, il reste l'épaisseur du trait dans le prix de l'essence. On va homogénéiser la part que l'on appelle TICPE, pour que Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine soient au même degré. Ça sera sans conséquence pour la vie non, simplement il faut faire des économies, mais il faudra très rapidement renforcer ce que l'on appelle l'autofinancement, l'épargne. Il faut que les collectivités locales apprennent à gérer avec de la rigueur. Bon. Et nous aurons aussi à faire face à la baisse des dotations de l'État, puisqu'une partie des ressources de la région viennent de l'État, des dotations de l'État, moins 40 millions. Moins 40 millions. J'ai demandé au gouvernement à ce que cette situation particulière de l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, parmi les autres régions de France, soit prise en compte. Vous voulez dire qu'en échange de votre modération sur le cas de Madame Royal, le gouvernement aide un peu plus la région à résorber ses dettes, par exemple. Je vois bien où vous voulez m'amener. Je vois bien où vous voulez m'amener. Je parle, moi, de l'analyse que j'ai faite sur les années 2014-2015. Je parle pas, je remonte pas au calendrier grec. Hein, il y a eu une flambée des prix, en quelque sorte, et de ces politiques entre 2014 et 2015. Donc je règle la situation le plus tôt possible. Ça va être compliqué, parce qu'il faut que dans le même temps, si je ne veux pas que cette dérive persiste, nous arrêtions un certain nombre de politiques qui ont provoqué cette situation. Pascal Rattino. Justement, comment allez-vous procéder? Est-ce que vous allez faire du saupoudrage, prendre un peu dans tous les sous-budgets? Ou est-ce qu'il y a des termes prélevages alors? C'est pas un terme que je connais. Alors, comment allez-vous procéder? Vous allez prendre sur différents procédés? J'ai déjà procédé. Il a fallu 3 semaines pour découvrir, parce que les notes des services pouvaient arriver jusqu'à la direction. Il nous a fallu 2 mois pour relancer la mécanique à travers ce que l'on appelle les commissions permanentes. Vous avez de très beaux dossiers d'entreprise en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, qui ont déjà été accompagnés. J'ai posé la première pierre d'un très beau CFA qui en regroupe 3 en Poitou-Charentes. Et puis, ma foi, on va dépenser les ressources qui sont à la région. On ne peut pas dépenser plus. Mais c'est vrai que pour le moment, vous avez été amené à prendre des décisions qui ont été vécues, notamment dans le Poitou, comme des mesures punitives. La fin du festival des Nuits Romanes, ça a été vécu comme tel. À quand les bonnes nouvelles? C'est ça que les gens se demandent. Mais les bonnes nouvelles, il y en a des centaines déjà qui se passent parce que telle entreprise ici va être accompagnée, parce que
le festival et l'écosystème autour de l'image d'Angoulême va être accompagné, alors qu'à un moment donné, on avait pu se poser des questions, parce que l'entreprise aéronautique de Rochefort est en plein développement et qu'on l'accompagne dans ses projets. Le 23, je crois, je serai sur le site de Liège pour voir comment on peut reconvertir ce site et le faire redémarrer avec des entreprises privées. Avec des entreprises privées, bien entendu. Voilà, mais les choses continuent. Alors, il est vrai que dans le cadre de la nouvelle loi NOTRe, qui répartit les compétences, on va arrêter des actions qui, jusque-là, étaient très dispersées. Vous l'avez vous-même écrit. Hein. Ensuite, il y a eu un problème sur une politique qui était intéressante, qui est les aides à l'isolation des toitures des maisons. Je pense qu'il faut prendre le problème de l'aide à la transition énergétique au niveau global. Mais cette aide aux toitures s'est emballée parce qu'elle est passée liée à des revenus, à la précarité énergétique. Ensuite, on a tout ouvert. Donc tout ça a flambé. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'un certain nombre de politiques régionales soient liées aux revenus des hommes et des femmes qui habitent dans cette région? Alain Rousset est notre invité ce matin pour cette matinale d'infos spéciale depuis Bordeaux. Et nous parlons évidemment de cette grande région aquitaine, nouvelle, et c'est l'organisation de cette région qui pose problème. Il n'y a pas que des inquiétudes en Poitou-Charentes, il y en a également du côté de Limoges. Guillaume Guérin, qui est premier adjoint au maire de Limoges, Les Républicains, et qui est conseiller régional, manifeste de grosses inquiétudes quant à la place du Limousin dans la nouvelle grande région. On regarde le reportage réalisé par Bastien Loquet de TV7. Bordeaux draine une grande majorité des flux. Pour ma part, si on avait dû faire une fusion des régions qui était imposée par un gouvernement socialiste, j'étais pour une fusion des régions Limousin, Poitou-Charentes et Centre. Pour une raison simple, c'est qu'aucun pôle urbain n'écrasait les autres pôles urbains et il y avait une homogénéité de revenus et surtout une source de revenus de richesse qui était liée au monde agricole partout sur ces trois régions. Voilà, aujourd'hui nous sommes fusionnés avec la Grande Aquitaine. Je suis un petit peu inquiet pour l'avenir de Limoges et pour l'avenir du Limousin parce que nous sommes excentrés de Bordeaux, nous sommes au nord-est de cette grande région et l'attitude du président socialiste Alain Rousset aujourd'hui est une attitude girondine, et quelqu'un qui aujourd'hui, avant d'être aquitain, est d'abord girondin pour ne pas dire bordelais. Donc oui, il y a un captage des flux vers Bordeaux et j'en veux pour preuve l'inquiétude des fonctionnaires du conseil régional de Poitou-Charentes, mais aussi l'inquiétude des fonctionnaires du conseil régional du Limousin, qui encore la semaine dernière manifestaient leur mécontentement et surtout sont inquiets, et le disent clairement, sont inquiets pour leur avenir. Pascal Ratineau, le populaire du centre, groupe La Montagne. Alors, les inquiétudes sont-elles justifiées? Dites-nous. Écoutez, oui, j'ai envie de renvoyer la question à Alain Rousset. Est-ce qu'il y a un tropisme girondin? Et est-ce que, finalement, ce que vous dénonciez tout à l'heure par rapport à la France, le centralisme, il n'y aurait pas un centralisme aquitain, voire girondin, voire bordelais? En tout cas, des inquiétudes se font jour en région. Être girondin, c'est être décentralisateur. Je serai mardi à Limoges, j'y vais régulièrement. J'aurais aimé que ce monsieur qui vient de parler s'occupe des entreprises de Limoges. On a une très belle entreprise à Limoges, qui est la dernière entreprise qui fabrique des vêtements, des costumes. Smuggler. C'est une entreprise qui est en difficulté. J'aurais aimé que ce soit la municipalité qui m'informe que cette entreprise avait des difficultés, et pas la vendeuse d'un magasin Smuggler qui m'en informe. Donc il faut qu'on balaye devant sa porte. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. D'abord parce que moi j'aime les territoires, et vous pouvez en témoigner pendant la campagne électorale, ou vous pouvez en témoigner aujourd'hui. Il suffit de regarder mon emploi du temps. Je suis présent et on s'occupe dans le cadre des compétences de la région. Si c'est simplement pour dire... Monsieur le Président de la région, de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, versez-nous un chèque. Non. Nous avons des compétences, c'est d'abord l'emploi. Deuxièmement, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille avec Limoges, avec Poitiers, avec Châtellerault, avec Guéret, avec l'ensemble des villes. Troisièmement, il y a effectivement un risque, mais qui n'est pas lié au Conseil régional, qui est au contraire le point d'équilibre pour éviter que l'attractivité bordelaise fasse que l'économie, le développement économique se concentre dans Bordeaux. Mais la meilleure garantie pour que les choses se développent
partout, c'est le conseil régional. Mais ce qui est vrai, c'est que l'État assez symboliquement a décidé de répartir les directions régionales des services de l'État entre Limoges, Poitiers, Bordeaux. Vous avez fait le choix d'avoir tous vos directeurs généraux adjoints à Bordeaux, de toutes les directions. Mais parce qu'il faut avoir les rênes et pas être dispersé. On a une phase, je comprends l'inquiétude, je vous l'ai dit 1000 fois, je comprends cette inquiétude et qu'un conseil régional qui était autrefois de plein exercice devienne... perdent cette identité par nature. Ça ne peut que poser des problèmes. Donc il faut qu'on pense à une administration du futur. Il faut qu'on soit mieux en lien avec les vidéoconférences, qu'on trouve les bonnes technologies. Il faut que les vice-présidents, les directeurs généraux soient aussi présents à Limoges, à Poitiers qu'à Bordeaux. Mais il faudra aussi que ce ne soit pas simplement le problème de Limoges, Poitiers, Bordeaux. Moi, je veux qu'on soit présent à Bort-les-Orgues. Je veux qu'on soit présent à Châtellerault. De la même manière qu'on soit présent à Pau, à Bayonne ou à Mont-de-Marsan. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire comment? Parce qu'Alain Rousset en Aquitaine, on dit qu'on ne vous voit plus du tout. C'est vrai? Oui, je vous laisse cette plaisanterie à votre responsabilité. Non, mais il se murmurait pendant la campagne qu'il serait plus dur pour vous, il serait plus facile pour vous d'être réélu que de réussir ensuite la fusion des 3 régions. Est-ce que finalement, c'est pas vrai? C'est pas plus compliqué aujourd'hui, écoutez, plus harassant? C'est une tâche complètement inédite que de fusionner les régions. Je rappelle que, pour répondre à l'adjoint au maire de Limoges, que celui qui en a eu le premier l'idée, c'est M. Balladur, donc c'est un homme qui est bien à droite. Vous rappelez ça à Guillaume Guérin? Oui. Deuxièmement, c'est effectivement harassant. J'ai pas l'habitude de me ménager, mais je confirme que c'est harassant. Parce que c'est pas les limites un peu de l'exercice, un territoire aussi grand. Écoutez, il faut qu'on s'organise. Le matin, on va prendre un exemple. Vous êtes, on va dire à Limoges, pour inaugurer une exposition, et le soir dans le Pays Basque. Parfois, ça fait 10 ans de voiture. Parfois, vous allez en cramer des voitures du conseil régional? Je ne sais pas si je vais en cramer d'abord, parce que je peux prendre aussi le train. Imaginez lorsque demain, il paraît que c'est plus compliqué encore le train. Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Hendaye. Lorsqu'on aura une LGV qui va faire cette épine dorsale. On va en reparler, c'est pas tout de suite. Et la ligne Polt aussi, hein? Vous imaginez la ligne Polt aussi, et puis on a bien fait. Expliquez-le. Patrick Van Ries, vous êtes témoin qu'on a sorti quand même la ligne LGV jusqu'à Bordeaux, je suis témoin, et que ça va être un bénéfice extraordinaire pour les habitants et pour les territoires. Ensuite, parce que dans le contrat que vous avez de gouvernement avec les Verts, c'est un peu léonin. Si on comprend bien, jusqu'à Bordeaux, ça pose pas de problème à personne, puisque de toute façon, c'était déjà dans les tuyaux. Mais votre combat depuis toujours, c'est d'aller vers l'Espagne et d'aller vers Toulouse. De toute façon, la communauté toulousaine, tout le monde est engagé à réussir ça. Est-ce que vous allez à l'Est? Comment vous allez cheminer maintenant? Parce que écoutez, vous avez déjà parlé de nouveaux financements. On a acté, y compris par écrit, d'une divergence sur la ligne à grande vitesse et la poursuite de la ligne à grande vitesse. Je pense que, de toute manière, il y aura un juge de paix. Le succès de l'arrivée de la LGV à Bordeaux va mettre tout le monde d'accord. Expliquez ce que c'est, alors, pour nos spectateurs nationaux. La ligne à grande vitesse, tout le monde sait ce qu'est un TGV. Bien sûr. Mettre 2 heures au lieu de 3 heures, pouvoir faire un aller-retour dans la journée, ça va tout changer. C'est des millions de personnes qui vont pouvoir en bénéficier, ne pas prendre la voiture ou ne pas prendre l'avion, donc avoir un gain environnemental. Mais c'est vrai qu'il y a une divergence. Ça va se faire au détriment des petites lignes ou pas? Non, au contraire, les petites lignes vont rabattre sur les différentes gares et on prendra plus facilement de train plutôt que l'avion pour faire des... Votre sentiment sur Limoges-Poitiers, la LGV, donc la déclaration d'utilité publique a été annulée par le Conseil d'État, et pas par le gouvernement. Par le Conseil d'État. Aujourd'hui, le gouvernement consulte à nouveau les défenseurs, mais aussi les opposants. Est-ce que ça a vraiment du plomb dans l'aile, la LGV Limoges-Poitiers? On est dans une situation critique et difficile, mais il faut se battre. Vous savez, en 98, quand j'arrive au Conseil régional d'Aquitaine, je ressors le dossier de la ligne à grande vitesse, qui était complètement encalaminé. D'abord parce que il n'y avait que 2 voies pour arriver dans la gare de Bordeaux. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui 4 voies et un nouveau pont. Et il a fallu énormément de temps, les journalistes de Sud-Ouest peuvent en témoigner, énormément de temps à travers des gouvernements. Donc ce sont des dossiers au long cours. Mais les investissements que l'on fait sur ces lignes
qu'elles soient à grande vitesse ou qu'elles soient des lignes du quotidien, sont des investissements pour un siècle. C'est vraiment des investissements du futur. Donc il faut continuer à se battre, même si on a un échec un jour. C'est la force du temps long et de l'action publique que de continuer à se battre pour ce que l'on estime utile pour nos concitoyens. C'est Alain Rousset qui est l'invité spécial de cette matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin depuis Bordeaux et depuis TV7. On va écouter Alain Rousset, le vice-président Europe Écologie Les Verts, Nicolas Thierry, qui nous parle de l'accord de gouvernement justement entre Les Verts et vous-même. Un reportage de TV7 et de Bastien Loquet. Deniers de la région qui soit dédié, en tout cas de nouveaux financements issus de la région qui soient dédiés au projet LGV. Après, pour être très clair, c'est pas un sujet, puisque de toute façon, au-delà de l'accord avec les Verts, ce projet-là, il patine, il est enlisé depuis longtemps. La baisse de dotation de l'État pour la région, c'est 42 millions d'euros de pertes pour la grande région par an. On a bien vu Poitiers-Limoges, il y a le Conseil d'État a effectivement fait annuler la déclaration d'utilité publique. Donc ce projet est déjà enlisé dans des questions techniques. Donc j'ai envie de dire c'est presque plus un sujet politique. Voilà, il a respecté cet accord, Patrick Van Ries. Il est compliqué à gérer pour Alain Rousset. Je lui pose la question, c'est compliqué quand même, parce que il est écrit qu'il y a un désaccord, autant que ce soit écrit, au moins c'est plus clair. Mais comment on va continuer alors l'aménagement ferroviaire? D'abord, vous parlez d'autres financements. La LGV arrive à Bordeaux. Il a été convenu que tout ce qui était engagé allait se poursuivre, mais il est évident tout ce qui est engagé pour l'État, c'est Bordeaux bien sûr, et c'est les études en cours sur les autres lignes, etc. Mais le financement des travaux, le financement de cette ligne, l'État n'a pas le premier sou pour le faire, soyons clairs. Donc il faut que l'État, le ministère, trouve d'autres ressources, d'autres financements. Les collectivités locales n'ont plus locales n'ont plus les moyens aujourd'hui d'intervenir. Je rappelle que le Conseil régional aura mis 320 millions d'euros. C'est moins que l'acquisition des 40 trains neufs qui circulent aujourd'hui sur les lignes quotidiennes, du quotidien. Qu'est-ce que je dis à Toulouse? Je dis qu'on va continuer à se battre, mais qu'il faut que l'État trouve d'autres sources de financement. Je proposais le grand emprunt, plutôt que le grand emprunt se disperse à faire des internats aujourd'hui. Enfin, c'est grotesque la façon avec laquelle le grand emprunt se disperse aujourd'hui. Les lignes à grande vitesse, des investissements d'un siècle. On investit pour un siècle. Hein? Donc voilà, alors, on va passer une proposition que je fais au gouvernement. Plus politique sur cet accord de gouvernement précis. Vous voyez comment les choses avec vos alliés, donc, politiquement? Ça se passe comment concrètement les discussions aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi j'aime la politique territoriale. Hein, parce que c'est vous aimez cet accord parce avec que les Verts c'est de la politique. Non, mais le problème, c'est pas de savoir si j'aime ou j'aime pas. Le problème, c'est, je vous explique pourquoi j'aime la politique territoriale. Hier soir, avec Françoise Couton, qui est vice-présidente chargée de la transition énergétique, nous recevions tous les syndicats d'électricité des 12 départements. Qu'est-ce que l'on va faire ensemble pour développer les énergies renouvelables, pour développer la transition énergétique, pour accompagner les communes pour qu'elles ne dépensent pas trop sur pour leurs dépenses d'énergie, pour éclairer avec autre chose. C'est une vraie réflexion. C'est ça. Mais ils sont turbulents, les Verts, ou pas Ça se passe très bien. Ce qui est certain, c'est que depuis le début du mandat, vous avez semblé envoyer plus de signaux en direction des centristes qu'en direction des Verts. Mais on travaille ensemble. Pourquoi voulez-vous avec les Verts, mais... Pourquoi voulez-vous? Parce que, je veux dire, moi je me sens pas... Je sais pas trop répondre à cette question. On travaille ensemble. Je travaille aussi bien avec Françoise Couton qu'avec Bernard Uturi, qui est pourtant un ami de longue date. Ça se passe Je parlais bien. des centristes qui sont dans l'opposition. Ah mais les centristes, pourquoi voudriez-vous que je n'aime pas... J'y ai des amis. Et en plus, il y a quand même des convergences sur un budget rigoureux, sur l'Europe, sur l'accompagnement des entreprises. Je crois que ce qui a surpris dans la découverte, ce qui a surpris
peut-être de la part de Poitou-Charentes et de Limousin, c'est que le modèle de l'écosystème de développement économique et d'emploi au niveau de l'Aquitaine était une vraie réussite. Alors, justement, Patrick Vanris, l'Aquitaine. Quel va être le nom de la nouvelle région? Ça y est, écoutez, je ne vais pas dire ce matin ni mon sentiment. Dites-le. Non. Si. Bah non. Vous êtes là pour ça. Donnez vos sentiments. Non. Vous avez engagé une historienne. Patrick Vanris avec le sourire, essayant de me tirer les verres du nez. C'est vrai que vous avez engagé une historienne. De ma part, je ne l'ai pas engagée. C'était la vice-présidente de la région, présidente de l'université Bordeaux-Montaigne, et effectivement historienne. On a pris un système qui consiste à multiplier. Peut-être, oui. Le blason de l'Aquitaine. Et d'ailleurs, non, le blason d'Aliénor d'Aquitaine, qui est le même d'ailleurs que le blason de Poitiers. Le léopard. Donc vous allez unifier tout le monde. Le blason va unifier tout le monde. C'est une histoire. On va voir. Oui. Vous avez organisé des réunions dans les 12 départements, et de ces 12 réunions de consultation... Beaucoup plus que 12. 12 réunions publiques en tout cas. C'est-à-dire des réunions qui font en sorte que tout le monde peut venir s'exprimer. Et que ce n'est pas simplement un vote, on l'a fait. Il y a eu, je crois, plus de 50 000 réponses, un vote électronique pour proposer des noms. C'est un échange. Ce qui est intéressant, fin juin. Le 20 juin, donc lors de la session. Il y aura Aquitaine. Ce qui se dégage quand même des consultations comme du site internet, c'est les dérivés d'Aquitaine ou Grande Aquitaine, Nouvelle Aquitaine, Aquitania. Je confirme. Mais maintenant, je veux dire, il ne faut pas un nom dont la simplicité, donnerait l'impression, par rapport à la réflexion que nous avions tout à l'heure, d'imposer au Limousin et à Poitou-Charentes. Ensuite, il y a des écueils. Sud-Ouest. Moi, Sud-Ouest, c'est pas une province, c'est pas une région de France. C'est un journal. C'est un journal. C'est un journal, mais c'est aussi des marques déposées. Oui. Ce qui nous empêche une marque commune avec Midi Juste il nous reste une minute. Et puis c'est une marque sur les langues Midi régionales, qu'est-ce que vous pouvez faire pour intégrer des langues très différentes au fond? On fait beaucoup de choses, et pour le basque. Pour aider pour la formation, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent l'apprendre, d'enfants, que de professeurs qui sont formés. Alors vous savez qu'on a créé, il nous reste une minute, on a créé une bourse permettant d'accompagner les futurs enseignants pour qu'ils apprennent l'occitan. Qui n'est plus enseigné dans certaines universités de la région. Absolument. Donc pour l'instant, on va aller à Toulouse pour faire cet enseignement, mais la région a mis en place des bourses enseignards pour apprendre l'occitan. Et le Saintongeais? Le Poitevin Saintongeais. Alors le Poitevin Saintongeais demain, mais je rappelle quand même que l'occitan est parlé en Limousin. Ah oui. On ne peut pas aller au-delà. Alain Rousset, on a compris que vous alliez porter des costumes fabriqués à Limoges. Ça, c'est très important dans les jours qui viennent. Je porte des costumes fabriqués. Voilà. Merci Patrick Vanris. Merci Pascal Ratino et merci Baptiste Bise. On va passer à la deuxième partie de cette émission avec vous. On vous garde évidemment Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, qui est avec nous ce matin. Mais il est bientôt 8h et Christine Bouillot de Sud Radio nous présente les titres qui font l'actualité ce matin. Et Cyril, ce matin, l'actualité est marquée par aucune trace encore du vol MS 804 d'Égyptair. Les débris retrouvés hier soir, en fait, ne sont pas ceux de l'A320 où il y avait 66 personnes à bord, 30 Égyptiens et 15 Français. Aucune piste n'est écartée. La Grèce, la France assistent désormais l'Égypte dans les opérations de recherche qui ont repris ce matin au large de l'île grecque où le signal de l'avion a disparu. 3 experts du BEA sont déjà sur place. Il est considéré comme l'un des rouages des attentats du 13 novembre à Paris. Salah Abdeslam est arrivé peu après 7h15 tout à l'heure au palais de justice de Paris pour être entendu par les juges antiterroristes. Un transfert qui s'est effectué sous très haute protection policière depuis la prison de Fleury-Mérogis. Il s'agit de la première audition pour le seul membre encore en vie des attentats du 13 novembre. Son avocat, Maître Berton, assure que Salah Abdeslam va dire toute la vérité. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour assurer sa défense. Les opposants à la loi travail
travail ne veulent rien lâcher. C'est leur réponse à François Hollande. Ils étaient 400 000 hier selon les syndicats dans les rues en France, 120 000 selon la police. Il y a 2 nouvelles journées d'action qui sont d'ores et déjà programmées, jeudi prochain, mais également le 14 juin. Et puis la CGT appelle à une plus forte mobilisation. Elle veut maintenant bloquer les raffineries et stopper la production de carburant. Et puis je vous rappelle que les députés ont voté hier le divorce par consentement mutuel, sans passage devant un juge, mais devant un notaire. C'est un amendement à la réforme pour la modernisation de la justice. Le divorce sera donc désormais effectif après un délai de 15 jours de rétractation. Voilà pour les titres de ce vendredi matin. Merci Christine Bouillon. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse des unes de nos quotidiens régionaux partenaires. Alain Rosset, on passe aux questions liées à l'actualité nationale avec maintenant, qui nous ont rejoint sur ce plateau, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Comme chaque matin, et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour. Vous commencez à cuisiner, le président Rousset. C'est parti. Violence, grève, manif en augmentation, blocage des routiers. C'est ça la France de François Hollande au bout de 4 ans ? J'entendais ce matin sur France Inter le rédacteur en chef qui faisait la remarque suivante. Quand on regarde bien les images, il n'y a pas autant de casseurs que ça, mais ils sont très violents. Et est-ce que ça vaut le coup d'en rajouter dans le cadre des chaînes d'infos que l'on connaît à chaque fois ? Je pense que, comment dire, il y a un malaise social considérable. Si je laisse cette violence qu'il faut absolument éradiquer, réprimer, là-dessus on me connaît suffisamment, je pense qu'on a un vrai malaise social. Ce malaise social, c'est l'inquiétude du lendemain, alors même que quand vous êtes sur les territoires, quand vous visitez les entreprises, quand vous visitez la campagne, vous voyez que les choses ne vont pas si mal que ça et que ça bouge. Enfin, dans nos lycées, ça bouge à Nantes, ça bouge à Bordeaux, ça dans bouge chaque partout ville, en France, il y a des violences. Mais est-ce que dans l'histoire que vous connaissez, 96 je crois, Alain Juppé Premier ministre, combien de millions de personnes dans la rue Vous vous rappelez comment ça a terminé ? Oui, je m'en rappelle très bien. Est-ce que selon vous, ce qui est arrivé en 95-96 peut arriver aujourd'hui pour François Hollande et Manuel Valls ? Je ne pense pas, non. D'abord, le nombre de manifestants, même s'il y a... Mais les choses sont quasiment peut-être un peu plus graves. Parce que ce malaise, cette inquiétude, cette déprime, il faut que nous arrivions à la retourner. Mais comment jugez-vous l'action de la CGT qui, ce matin, appelle à bloquer les raffineries ? Il y a 70 stations-service en rupture de carburant dans le Nord-Ouest. Est-ce qu'une réponse en 2 mots vous suffit ? Non, je ne peux pas vous dire plus. Oui. Est-ce que vous avez pris des mesures sur le plan régional, puisqu'on dit qu'il y a une pénurie de pétrole qui serait en cours ? Est-ce que vous avez des informations sur votre région ? Non, ça dépend de l'État, des services de l'État. Il n'y a pas de menace sur la région ? Mais je ne sais pas s'il n'y a pas de menace sur la région. Vous me posez 2 questions. La première, celle de dire est-ce que c'est de votre responsabilité que de... C'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de l'État. Mais quelles pensez à un climat ? Est-ce que dans cette région, dans ce que vous en voyez, vous la parcourez, vous sentez un climat conforme au fond au climat national ? Non, je trouve que le climat dans cette région est plutôt un climat plutôt dynamique. Je le vois avec les entreprises, je le vois avec les jeunes dans les lycées, avec ce qui se passe au niveau Alors, l'image forte de la semaine, c'est cette voiture de fonctionnaires de police incendiée. On a voulu quand même nuire, attenter à la vie de ces fonctionnaires de police. C'est quand même une image très très forte. Est-ce que vous avez le sentiment que la réponse du gouvernement est à la hauteur ? Parce que vous dites dans nos régions ça se passe bien, mais enfin quand même. Non mais attendez, regardez votre question. Quelle est la compétence que nous avons, vous et moi, non, mais vous sur êtes les problèmes. Quelle est la compétence que nous avons, vous et moi, sur les problèmes de sécurité ? Est-ce que une voiture agressée par une petite bande organisée qui brûle, c'est la totalité de l'actualité? Non, mais vous savez que c'est un symbole. C'est ce que vous voulez. C'est un symbole. On attend, à l'ordre républicain, à travers ces policiers, on a franchi un cran.
Mais c'est presque du jamais vu, monsieur. Ça ne s'est jamais vu. Je pense qu'en 68, Alain Rousset. Non, ça ne s'est jamais vu. Non. Écoutez, je ne peux pas mieux vous dire que c'est condamnable. Les jeunes, je crois, qui ont fait ça, ont été arrêtés. Mais est-ce que la réponse du gouvernement est à la hauteur? Toute la semaine, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls ont été interrogés sur la façon de répondre à cette violence que l'on voit. Mais attendez, la réponse à cette violence, elle est faite aussi en retirant la loi El Khomri. Il faut la retirer. Mais vous mélangez tout là, excusez-moi. Hein. Non mais vous mélangez à la fois. Vous mélangez à la fois. La violence est une des conséquences. Non mais sur le site de Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi ce genre de violence. Moi, je me suis retrouvé un jour ici au Pays Basque où j'allais présenter mes vœux dans un CFA avec deux personnages qui venaient de Notre-Dame-des-Landes qui m'ont agressé. Heureusement qu'il y avait les forces de l'ordre pour se mettre entre eux et moi. Donc on sait qu'il y a des centaines, quelques centaines on appelle ça les casseurs, qui sont insupportables et qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Je pense, oui madame, que le gouvernement fait ce qu'il faut. Il y a bien entendu, au niveau des forces de l'ordre, à avoir aussi les moyens. Je rappelle, madame, il faudrait que vous le rappeliez vous aussi, que le précédent président de la République avait supprimé 12 000 postes de policiers, que les policiers n'avaient pas assez de moyens, et que ce gouvernement, ce président de la République, il remet des moyens. On ne reconstitue pas les forces de police et de sécurité aussi vite que ça. Michael Zamès. Deux questions d'actualité concernant votre parti politique. Le groupe écologiste a explosé en vol hier à l'Assemblée nationale. Des parlementaires vous ont rejoint dans votre groupe. Est-ce que selon vous, c'est la fin des Verts au niveau national ? Je crois que le mouvement écologique est un mouvement de fond. Heureusement qu'il est là, d'une certaine manière. Heureusement qu'il est là pour les pesticides. Heureusement qu'il est là pour un certain nombre mais je sens qu'il y a un mais quand même dans votre réflexion. Ils nous ont alertés. Par contre, on voit bien qu'en France, à la différence de l'Allemagne, les écologistes ont des difficultés pour se structurer et avoir un nombre de militants suffisant. Parce que dans un parti politique, quand vous avez plus de militants, ou quand vous êtes uniquement un petit noyau, c'est là où se posent les problèmes. Donc je souhaite qu'ils puissent effectivement se reformer. Les frondeurs, ils doivent être inquiétés, ils doivent être sanctionnés, selon vous, dans votre groupe? Je pense qu'il ne peut pas y avoir la même attitude après l'exercice de la motion de censure qu'avant. Donc une sanction. Je ne sais pas, une sanction ou autre chose, mais enfin c'est totalement débile leur position. On va revenir à un sujet qui nous intéresse avec Emmanuel Macron tout à l'heure, avec Michael Zamès, mais on va écouter, si vous le voulez bien, Alain Rousset, Didier Pineau, qui est le fondateur de Europlasma, qui est une entreprise spécialisée dans la région dans les technologies propres. Et le premier à avoir dit « Moi, j'aime l'entreprise », c'est vous, bien avant Manuel Valls, depuis que vous êtes élu il y a maintenant 18 ans. C'est un reportage de Bastien Loquet de TV7. On l'écoute, on regarde. Il y en a certains qui ont appelé ça le système Rousset, moi j'appellerais ça plutôt l'exemple Rousset. De tous bords politiques, on adhère à sa façon de voir les choses, il connaît bien les dossiers. C'est quelqu'un qui a de l'empathie pour ce qu'on fait, qui comprend les problèmes dans tous les stades de l'entreprise, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse quelquefois, et qui ne lâche pas les investissements qu'il a fait. C'est un président qui aime l'entreprise, donc qu'il soit socialiste, qu'il soit de droite, qu'il soit les Républicains, pour nous, tant qu'il est démocrate et qu'il aime l'entreprise, ça nous va bien. En tout cas, Alain Rousset, lui, est élu depuis 18 ans sur ce sujet, et nous, on l'accompagne pour certains depuis une trentaine d'années. C'est un président qui aime l'entreprise, Michael Zamès. Ça me rappelle quelque chose, non ? Vous entendez quand même concernant Emmanuel Macron. Le seul qui voit la France qui a changé, dit le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Je pense que Emmanuel Macron est un homme dynamique. Je l'ai vu fonctionner dans une réunion à laquelle je participais sur la Nouvelle France industrielle. Il est venu en Aquitaine il y a quelques jours. Oui, on a eu une longue conversation, y compris sur ce qui peut nous séparer. Longue conversation tête à tête aussi. Et je termine peut-être ma réponse. Je l'ai vu fonctionner dans une réunion sur de vrais dossiers industriels. Comment on va... Le train du futur, c'est quoi? La voiture du futur, l'avion du futur? Comment tout ça, on arrive à se réapproprier des... Mais je pense que d'autres peuvent le faire aussi. Je l'ai vu en exercice. Mais vous l'avez trouvé compétent. Il est compétent.
Il est compétent. Mais le maire de Lyon, Gérard Collomb, dit qu'il faudrait que François Hollande s'efface 2 mois avant la présidentielle s'il était à 14-15 et un Emmanuel Macron à 29% dans les sondages. Je ne commande jamais les propos de Gérard Collomb. D'accord. Et quant à Emmanuel Macron, est-ce que vous le suivrez? Est-ce que vous lui demandez de sortir de l'ambiguïté? Non mais là, il a levé... Non mais attendez, laissez-moi finir. Il a levé 400 000 € pour son mouvement En Marche. Bon, on voit qu'il joue quand même sur 2 tableaux. Est-ce que vous lui demandez de sortir de l'ambiguïté? Je ne sais pas répondre à votre question. Pourquoi je lui demanderais ça? Au nom de quelle autorité? Parce que bien des Français se posent la question. Voilà, il a envie de faire quelque chose, d'assumer les responsabilités. Enfin, on ne peut pas lui reprocher une chose et son contraire. Les journalistes trouvent qu'on manque de personnel politique compétent, et puis voilà. Moi, Et votre choix pour 2017, c'est François Hollande, François Hollande, François Hollande? Je suis un ami de François Hollande. Dans une interview que vous avez accordée au Point, vous dites que la réforme territoriale a un défaut, elle n'a pas renforcé la compétence économique des régions. Non, le couple qui marche, vous le dites, c'est la région avec les PME. Donc est-ce que de ce côté-là, vous avez le sentiment d'être entendu par le gouvernement et par Emmanuel Macron sur cet axe PME? C'est un petit débat que j'ai avec Emmanuel Macron. J'ai eu l'occasion de lui poser une question au gouvernement et il a répondu à côté. Non, je vais vous dire mon sentiment. Et en tête-à-tête? En tête-à-tête, je lui ai remis le couvert. Il a répondu à côté. L'autre jour, non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quel est mon sentiment? La loi NOTRe confirme, renforce la compétence économique des régions. Mais on a 2 problèmes. Premier problème, nous n'avons pas les mêmes ressources pour accompagner les entreprises que les Länder allemands. La même PME en France, par rapport à la même PME en Allemagne, la PME française est 5 fois moins accompagnée et aidée pour renouveler ses machines, pour robotiser, pour numériser, pour former son personnel. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, en France, c'est l'État qui conserve encore beaucoup de moyens et beaucoup d'interventions. C'est pour ça que je dis dans l'interview du Point qu'il faut que Bercy se déshabille sur ce plan-là. Troisièmement, ce sont les PME qui créent l'emploi. C'est pas les grands groupes. Bon. Et le couple qui marche, c'est la région et les PME. Ce qu'a dit Didier Pineau tout à l'heure, c'est vrai que ce sont une coélaboration avec les chefs d'entreprise, avec les acteurs socio-professionnels, et c'est pour ça qu'on a un écosystème qui marche dans cette région. Je ne fais pas un effort énorme, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur la reconversion pour des entreprises. Donc voilà, c'est... Alain Rousset, alors l'autre duc d'Aquitaine, dans cette grande région, c'est le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Sa candidature à la primaire de la droite et du centre, et peut-être donc à l'élection présidentielle, font réagir les Bordelais, on le sait tous. On va regarder le reportage de Bastien Loquet et de TV7. Je pense qu'effectivement, malheureusement, il va être très occupé et il a sûrement plein de choses à dire. Donc forcément, on le verra moins sur Bordeaux, alors qu'on a besoin de lui, qu'il a fait énormément de choses ici, qu'il est très apprécié. Et je pense qu'effectivement, il a beaucoup de chance au niveau... Enfin, oui, il a des chances de réussir au niveau national. Mais très égoïstement, je préférerais qu'il reste sur Bordeaux. On ne sent pas comme un manque dans Bordeaux, quoi. Donc je suppose qu'il a des gens à côté de lui qui sont là pour gérer aussi, et puis ça m'étonnerait qu'il oublie la ville pour autant. Je croyais pourtant qu'il avait dit qu'il ne s'occuperait plus du national et qu'il ne s'occuperait plus que de sa ville Bordeaux. Bon, mais on sait bien tous les hommes politiques et ce qu'ils nous disent et ce qu'on doit croire. Donc, Véronique Jacquier. Alain Juppé, vous le connaissez depuis longtemps, il ferait un bon président de la République? Je pense qu'il a effectivement la stature. Maintenant, ce qu'il propose m'étonne beaucoup. Tant que ça? Non, mais on comprend. Oui, ça m'étonne beaucoup. Parlons du fond. Oui. Ça m'étonne d'ailleurs un peu comme les autres. Je crois que la ligne qu'aurait dû garder Alain Juppé, c'est une ligne gaullienne. C'est-à-dire au-dessus du débat droite-gauche d'aujourd'hui. Or là, il est en train de faire un virage à droite toute. Droite libérale. À droite libérale toute. Avec des mesures qui sont impossibles à mettre en œuvre. Sauf à arrêter la construction des écoles maternelles, à arrêter la construction des routes. Quand je regarde ce que fait Alain Juppé en tant que président de la communauté urbaine, enfin de la métropole, et j'ai été président, je veux dire, il investit pour son agglomération, pour sa ville. Supprimer 85 milliards, je crois que c'est les économies qu'il veut faire. Mais il est dans une forme de qu'est-ce qui va rester? selon vous ?
Je pense qu'il se laisse, un peu comme Sarkozy se laissait attirer par le Front National, les idées du Front National, Alain Juppé essaye de se droitiser, et à cette bataille-là, à mon avis, il va perdre. Ça ne lui ressemble pas. C'est pas en tout cas la façon avec laquelle il préside la métropole bordelaise et ses investissements. Question peut-être un petit peu plus personnelle pour terminer. La loi sur le non-cumul des mandats va s'appliquer à peu près 1 an. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix entre l'Assemblée nationale et la région? Oui, je l'ai dit d'ailleurs, c'est la région par définition. Vous ne reviendrez pas sur cette décision, ce sera la région? Non. Maintenant, je voudrais profiter de cette question pour regretter une chose. Dans laquelle on est un peu tous mêlés dans la surenchère, il faut pas cumuler, c'est simplement entre deux responsabilités, hein. Une responsabilité législative, une responsabilité exécutive. À force de je lave plus blanc, la classe politique ne sera plus représentée que par des apparatchiks et des professionnels de la politique. C'est la loi sur le non-cumul. Et la loi sur le non-cumul a beaucoup de responsabilités. C'est une erreur. Et on ne peut pas... Je pense que c'est une erreur. Et on ne peut pas demander à avoir de bonnes politiques si les politiques sont des professionnels de la politique et n'ont jamais été devant une classe, dans une usine, dans un bureau, pour s'être occupés d'autres choses. Vous souhaiteriez qu'on revienne sur cette loi ? La société. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette loi, de la même manière qu'il faut qu'on revienne sur le nombre d'élus et la rémunération des élus, le statut des élus. C'est notre modèle paupérise la classe politique dans tous les sens, et ce n'est pas une bonne chose. Merci Alain Rousset, on vous garde. On va remercier Véronique Jacquier et Michael Zamez d'avoir posé des questions ce matin d'ordre national. Et on revient souvent au local avec vous. On passe à la dernière partie de cette émission avec l'analyse et le débrief avec les éditorialistes de la presse régionale dans un instant. On accueille dans un instant Jérôme Cordelier qui nous rejoint et Jean-Pierre Barjou qui est déjà là. Jean-Pierre Barjou, vous dirigez la Charente Libre. Bonjour et merci d'avoir fait le voyage qui n'a pas l'air simple d'après Alain Rousset depuis la Charente Libre, depuis Angoulême. Même sans la LGV, Angoulême-Bordeaux, ça fonctionne. Et bonjour Jérôme Cordelier, vous êtes rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Bonjour Cyril. Cette semaine, un spécial Aquitaine et Bordeaux absolument splendide. Exactement, on en 40 parlera pages. Tout à l'heure. Alors, Jean-Pierre Barjou, le Poitou-Charentes va-t-il être impactant dans la mandature d'Alain Rousset? Est-ce qu'il vous a convaincu? Ce qu'il a dit vous a-t-il convaincu? Je n'ai pas d'a priori, donc je veux bien donner crédit au président de la nouvelle grande région. J'aimerais qu'il précise peut-être pour Angoulême les enjeux sur le festival de la bande dessinée et surtout les activités qui gravitent autour de cette pépinière de création que sont l'univers de la 3D, l'univers qui sont quand même des activités de demain. C'est très simple. Aujourd'hui, la loi NOTRe handicape l'intervention du département. Or, le département intervient à plus de 2 millions d'euros. Donc, on négocie avec l'État pour que le département puisse continuer à intervenir et que la région monte en puissance pour maintenir ce lieu qui est unique, vraiment, sur l'image animée, sur l'image, sur le festival de la BD, sur les écoles d'ingénieurs. C'est une pépite. Jérôme Cordelier, c'est le grand problème d'Alain Rousset, c'est le budget? Oui, enfin c'est le problème de la grande région, évidemment. Je pense que Alain Rousset a évidemment d'autres tâches. Déjà, c'est de fédérer cette région immense, qui est grande comme l'Autriche. Donc on a bien vu que Alain Rousset était girondin, vraiment complètement, tout le monde le sait ici. Mais girondin, ça veut dire, je crois que vous l'avez dit, c'est être décentralisateur. Ouais. Donc, alors, le problème, c'est qu'on a vu que Alain Rousset était décentralisateur, vous portez la voix des territoires à Paris depuis longtemps, vous le montrez, vous le démontrez. Le problème, c'est qu'il faut être maintenant peut-être un peu plus décentralisateur. C'est le défi que vous avez dans votre grande région, puisque c'est vrai que vous faites de l'Aquitaine, et vous avez raison, un modèle économique important et de développement économique que vous voulez porter dans tous les territoires. Mais maintenant, c'est vrai qu'il va falloir, vous l'avez dit, aller à Bourg-les-Orgues, Châtellerault, décentraliser les services de la région. Voilà, c'est un peu Oui, il faut qu'on invente une administration du futur qui soit proche des territoires.
Je recrée une data. Voilà, pour ceux qui, la data régionale. Une délégation à l'aménagement et au développement des territoires. Avec, bien entendu, des universitaires, parce que j'ai besoin d'intelligence économique, j'ai besoin de repères, de choses statistiques, on ne fait pas ça simplement au doigt mouillé. Et j'ai besoin d'équipes opérationnelles qui iront sur le terrain, dans le Bergeracois, dans le Fumélois, dans le Châtelleraudais, dans la Creuse, pour retourner les territoires, accompagner les entreprises. Alors juste, si je peux me permettre, le premier signal qui est envoyé, c'est d'appeler cette grande région la Grande Aquitaine. C'est un signal un peu bizarroïde, si je puis dire, quand on a ce défi-là. Je n'ai encore rien dit. Oui, mais c'est un peu ce qui se... Bien sûr. C'est le mot, c'est vrai, qui sort. C'est vrai que c'est historique, mais bon. C'est l'histoire de la région. Alors Jean-Pierre Barjou, qui dirige la publication de la Charente Libre, qui est un des journaux du groupe Sud-Ouest. Un des journaux du groupe Sud-Ouest. Et Fumélois, d'ailleurs, de naissance. Donc, cette vision territoriale, elle va s'incarner comment dans cette administration? Elle va s'incarner puisque les gens ont besoin d'interlocuteurs de proximité. Elle va s'incarner de deux manières. Première manière, dans chaque territoire, il y aura un élu référent, responsable, interlocuteur de ses collègues élus du territoire, des entreprises, des lycées qui y seront présents. Deuxièmement, il y aura des équipes mobiles qui iront travailler sur le territoire, qui y resteront. S'il y a besoin, il y aura une installation permanente. Dans le cadre des compétences de la région, il ne s'agit pas d'ouvrir des guichets où on viendrait puiser parce que j'ai besoin de 100 € ici, 10 000 € là, etc. Non. Quelle est la compétence première de la région? C'est le développement économique, c'est l'emploi, c'est la formation. Quelle est la force de la région? Pourquoi je me bats pour renforcer les régions? D'abord parce que je vois la réussite du modèle décentralisé en Allemagne, qui a réindustrialisé autour de ses PME et de ses ETI, et parce qu'on est la collectivité, le pouvoir public qui fait se parler le monde de l'entreprise et le monde de la formation. On dit tellement qu'il y a des tas d'emplois pourvus et des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un job, il faut absolument qu'on marie tout ça. On a déjà des équipes qui vont sur le terrain, qui s'appellent Emploi Formation, et qui essayent de nouer tout cela. Il faut qu'on renforce cette compétence, il faut qu'on soit présent. Ça vaut aussi bien pour le monde industriel que pour le monde du tourisme, que pour le monde de l'agriculture. Jean-Pierre Barjou, rapidement. Certainement que vous saurez trouver de nouvelles organisations, mais il y a un déficit d'identification à l'institution régionale dans l'esprit des gens. Je partage, pour trois raisons. La première raison, c'est que quand vous ouvrez la Charente Libre, ou quand vous ouvrez Sud-Ouest, très bon choix. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord le réaménagement de telle ou telle rue, on voit d'abord Bordeaux, Pessac, Mérignac. C'est comme le supplément du point, c'est le supplément sur Bordeaux, c'est pas un supplément sur l'Aquitaine. Reconnaissez-le. Un peu. Vendu partout, quoi. Oui. Mais vous avez raison, bien sûr. Quand même, on focalise. Il faut qu'on décentralise. Deuxièmement, à la différence d'un maire, moi j'ai été maire, tout le monde me connaissait dans ma commune. Mais un président de région, vous ne pouvez pas serrer la main à tout le monde. Un ministre, il a une caméra derrière lui dès qu'il sort de son bureau. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on renforce, et on en a parlé, il faut qu'on renforce l'identification par les médias, par la télé locale information, aussi. Par la télé locale. Voilà. Jérôme Cordelier, pardon. Non, juste une remarque. Quand vous dites qu'il y aura un élu référent par territoire, est-ce que ce ne sera pas un apparatchik de la région? Un élu. Un élu, j'ai bien entendu. Mais la désignation... L'apparatchik, c'est... Il était inquiet, hein. Mais c'est fait, c'est déjà lancé. Jérôme Cordelier. Non, c'est des élus qui sont infirmiers, qui sont... Oui, enfin ça existe quand même. Voilà. Jérôme Cordelier, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Alain Rousset sur Alain Juppé? Alain Juppé, c'est un vieux compagnonnage entre Alain Rousset et les deux Alain d'Aquitaine, si je puis dire. Les deux ducs d'Aquitaine. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que quand vous avez dit... Non, il n'y a qu'un duc en Aquitaine, je vous en prie. Ce qui m'a intéressé, c'est quand vous avez parlé de Juppé, parce que vous avez dit c'est dommage que Juppé n'ait pas gardé une stature gaullienne au-delà... Et j'avais l'impression que vous parliez d'Emmanuel Macron, en fait, parce que vous avez été très élogieux au-delà du clivage droite-gauche. Donc vous avez été très élogieux pour Emmanuel Macron. J'ai trouvé aussi étonnant que... c'est vrai qu'on sent que vous avez des couacs avec allez, vous Gérard répondez à Collomb, Alain Rousset parce qu'on n'a plus le temps. Mais vous êtes un peu sur la même ligne, social-réformiste, et puis... Je pense que, d'abord, à aucun moment on m'a laissé suffisamment de temps pour m'exprimer sur mes choix politiques. J'ai toujours dit, résumer ça, être celui qui soutient et qui l'assume ceux qui créent,
les entrepreneurs, les entreprises, les salariés qui y vivent, et en même temps soutenir ceux qui souffrent. Pourquoi je mets autant de conditions de ressources? Pourquoi je me bats pour l'usine du futur? C'est-à-dire comment je reconstruis mes usines? Parce que aussi, c'est un moyen de réindustrialiser la France, mais aussi parce que c'est améliorer les conditions de travail du monde ouvrier. Je viens de là. Je ne l'oublie pas. Alain Rousset, vous restez avec nous. On va passer à la revue de presse de nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Ils étaient nombreux et c'est Christine Bouillot qui nous la présente. Et à lire ce matin dans vos journaux régionaux, d'abord la une de Sud-Ouest que l'on découvre avec ce gros titre, les fêtes de Bayonne, peut-être bientôt payantes. Alors c'est un vieux projet qui revient, faire payer en fait l'accès des fêtes de Bayonne, qui je le rappelle draine chaque année 1 million de personnes. Découvrons la une de la Charente Libre avec un gros titre sur la maison NC, une visite possible dès aujourd'hui à Cognac dans le cadre des visites particulières. Et puis à Angoulême aussi une question d'amende, celle des poubelles sorties trop tôt sur le trottoir, 80 €, une question qui fait là aussi débat. On découvre la une de nos confrères de Populaire du Centre dans le cahier Limoges avec un dossier sur les risques du pollen, les allergies, la prévention en amont. La une de la République des Pyrénées avec là ces 5 projets de carrière qui provoquent l'opposition de tous, également du côté du Béarn. Et puis on termine avec la une du Point. Ce titre, on en parlait en partenariat avec Sud Radio, ceux qui possèdent Bordeaux, une vaste enquête sur les grands propriétaires et d'autres sujets bien sûr à lire dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine en kiosque. Voilà, c'était Alain Rousset, le président de la grande nouvelle région Aquitaine, qui était notre invité ce matin pendant 1 heure. C'était la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio, avec le journal Sud-Ouest, le Populaire du Centre La Montagne, la Nouvelle République Centre Presse, et grâce à la production exécutive de TV7, la télé TNT locale, qui est dirigée par Thierry Guillemot, qui nous a tous accueillis. Merci à lui. Merci à Soumaya Benaïssa, qui a préparé cette émission avec nous. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'info sur Public Sénat. Merci, président Rousset, et bon vent. Merci.